Gerland, groupe actif dans les travaux publics et les routes, a suscité et soutenu une démarche scientifique associant différents opérateurs, formant une équipe pluridisciplinaire et internationale. Cette équipe enrichie par ses diversités, son décloisonnement, son savoir-faire acquis sur le terrain, a déclenché et reproduit l'activité d'un volcan à une échelle réduite dans une carrière basaltique exploitée par Gerland en Ardèche. Cette première étape prometteuse, dont ce film explique la démarche, ouvre des champs d'investigation plus étendus en recherche fondamentale, protection civile et application industrielle. D'autres partenaires sont invités à s'associer à ce projet et en partager l'esprit d'ouverture qui en est la base. L'Etna, c'est une montagne vivante qui bouge, toujours en mouvement, il y a des gaz qui sortent, il y a des explosions, c'est une montagne avec un cœur. On est à peu près 10 mètres au-dessus de la coulée, au fond du cratère. Et c'est l'endroit où sortent les gaz magmatiques, enfin ce qu'il en reste après que tous les gaz soient sortis au cratère sommital. La coulée de lave forme des tunnels qui la protègent du refroidissement et descend ainsi de plus en plus bas jusqu'au village, détruisant tout sur son passage. À plusieurs reprises, l'homme a tenté d'en dévier le cours. En 1983, on a donc réussi un détournement de coulée de lave. Lennart Tabersten a mis son expérience des explosifs au service de la volcanologie en mettant au point des méthodes pour stabiliser l'explosif en température. L'explosion détourna 80% de la coulée, interrompant la progression du front de roches brûlantes 10 km plus bas. En 1992, sur le flanc est de l'Etna, une coulée de lave menace le village de Zafferana. Le professeur Franco Barberi teste de nouvelles méthodes avec l'aide des militaires italiens et américains. On va démarrer au cratère, on va suivre tous les tunnels de lave. Actuellement, les Italiens sont sur une méthode de détournement en jetant des blocs de béton pour boucher les tunnels de lave, la faire déborder. Le béton a la même densité que la lave. Il pénètre mal la coulée. De plus, les blocs largués par hélicoptère sont trop petits pour obstruer les tunnels. Après plusieurs échecs de largage de chapelets de blocs de béton et de croix de fer, la méthode fut abandonnée. Le fer ou les câbles d'acier fondaient, même isolés par de l'amiante. Le béton, qui n'est pas réfractaire, éclatait. Finalement, le 29 mai 1992, la coulée était déviée en utilisant les méthodes mises au point en 1983. Pour savoir comment intervenir sur un phénomène naturel, il faut le regarder. Au mois de janvier, je suis resté pendant des heures au bord de la coulée. Alors quand on a compris comment ça fonctionne naturellement, on peut provoquer. En réalité, on n'invente rien. On observe la nature et puis on essaie d'imiter un petit peu. Sur l'Etna, le basalte en fusion s'épanche à l'air libre en coulée très fluide. Le basalte peut aussi se solidifier en se refroidissant très lentement dans le sol, comme au cœur de cet ancien volcan d'Ardèche. Et ce qui peut se passer là-dessous, on ne sait pas du tout. Là, vos orgues peuvent descendre. Alors, oui, dans le sang dans lequel ça part. Ce lent refroidissement crée des fissures qui fractionnent la roche en colonnes, appelées orgues basaltiques.
Ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait que l'on extrait cette matière de la terre. Et là, il y a une analogie directe avec tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans mes recherches plastiques. J'ai fait des séries de moules avec diverses matières, avec chaque bloc. Par contre, on va prendre les moules les plus résistants maintenant pour les mettre sur la fusion. Ça, c'est ta limite. À la première fusion, la lave brûle dans les moules. Est-ce un gaz combustible ou est-ce une réaction avec les parois réfractaires? Alors, du coup, parce que la lave perd son gaz, écoutez le bruit, écoutez. Voilà, un volcan de l'Ardèche s'est réveillé. Les premiers tests de fusion sont effectués en carrière. Dans le même temps, Pascal fabrique les moules réfractaires. Malgré la fusion rapide, la lave obtenue est fluide et ne dégaze pas suffisamment. Elle forme des scories en se refroidissant. Un chauffage plus puissant et un parcours plus long permettraient à la roche de mieux dégazer. Carrier, guide, plasticien, artificier, cinéaste, chimiste et volcanologue, l'équipe est au grand complet. Ils vont tenter d'étudier dans un milieu naturel la fusion du basalte, de fabriquer des coulées de lave modèle réduit, d'analyser les gaz produits par la fusion artificielle de la roche, ainsi que la combustion des lances thermiques à l'intérieur d'un four foré dans la paroi. La flamme des lances thermiques est obtenue par la combustion du fer dans l'oxygène pur à plus de 3000 degrés. Différents diamètres de lance vont être testés et la quantité d'oxygène nécessaire à la fusion sera mesurée. Les lances thermiques sont des tubes bourrés de fils de fer permettant d'assurer un meilleur contact avec le gaz.
Le four terminé, le forage inférieur permet d'alimenter le foyer, le forage supérieur de récolter les gaz. Les ampoules à vide, le CO2, les filtres imprégnés et les filtres au carbone pour le microscope électronique. Alors, il y a la boîte d'ampoule qu'il faut Combien de temps ça, ton avis? 2 heures. On va déjà répéter. On va prendre notre temps. Et à 5 heures, on a fini, vous pouvez attaquer. Les premières analyses sont effectuées sur place. Elles révèlent la présence de gaz éruptifs. « 3% de gaz carbonique, du soufre et du chlore. Les gaz volcaniques ont été libérés par la chaleur des lances thermiques. Qu'est-ce qui brûle comme ça? C'est incroyable. Les analyses de gaz terminées, l'équipe va maintenant tenter la fusion d'un mètre cube de roche grâce à la puissance de feu de lance de 3/4 de pouce de diamètre. Afin d'éviter tout risque d'explosion de poches d'eau contenues dans le terrain réchauffé par la fusion, une terrasse d'1,20 m d'épaisseur en sable sec est aménagée. Tu veux pas faire des strates? Et attends, je vais mettre un mur avec de la toile de jute, mais il faut que j'ai une base. Forme de zèbre. Un bassin de réception est construit dans le but d'accumuler un volume de lave important qui, bien dégazé mais toujours liquide, sera libéré afin de remplir le moule. Là, va bien. Hein. On est trop bas. On est en train de creuser. On fait une poche plus bas que la sortie. Ça passe par-dessous. On est en train de creuser. Ça va passer par-dessus. Ça va. Non, parce qu'il y a trop de résistance dans le terrain. Ça va. Ah oui. Fini. Infiltrée dans le sol, la lave s'est refroidie. Une dernière tentative de réchauffement de la surface échoue. Pas de moins haute. Oui. Non, ce qu'il faut, c'est réfléchir, partir. Ce que l'on craint, c'est qu'il se soit passé ce genre de phénomène, c'est-à-dire que là où il y avait des petits reliefs, ils aient été complètement gommés, dissous par la lave. Donc ça, on verra. On en a des moulés qui ont réussi parfaitement. Puis là, on vient de faire un essai, alors avec un bassin de réception. Et puis, on a rasé la mayonnaise, quoi. Après réflexion, les guides métalliques et le bassin de réception sont abandonnés.
Des canaux sont creusés dans le sable sec et la puissance de feu est augmentée par l'utilisation de lances de diamètre d'1,1 pouce. Comme dans la nature, la coulée se refroidit en formant des laves cordées. C'est la jambe droite. Il est possible de créer une petite déviation en faisant fondre la paroi refroidie. Sì. Io ti avevo detto, una, arriviamo alla forma anatomica. Objectif suivant, remplir la poche de lave d'1 mètre cube. Il y a l'échec à droite et la réussite à gauche. Non, non, il y a l'apprentissage à droite et la suite à gauche. T'as raison. Un mois après, la lave s'est refroidie. Elle est prélevée ainsi que des échantillons de la roche-mère de la carrière. Ces fragments sont découpés, broyés, triés afin de connaître leur âge et observer les modifications induites par la fusion. De neuf, et ça va permettre de séparer donc dans les minéraux de la roche après broyage les plus lourds des plus légers. On va tout de suite. D'accord. Donc voilà, je vide, donc j'élimine les minéraux lourds. On les récupère sur le papier filtre. Et la liqueur dense filtrée va. La datation par la méthode du potassium-argon va donner un âge de 13 millions d'années pour les roches-mères de la carrière. Les roches fondues, quant à elles, ont un âge zéro. Elles ont donc perdu leur gaz exactement comme lors d'une éruption volcanique. Les roches sont analysées par microscopie électronique. Les échantillons, scellés sur une capsule, sont métallisés.
puis introduit par un sas à l'intérieur d'une chambre sous vide. Le soufre est volcanique. Le fer, lui, provient de la volatilisation des lances thermiques. Il colore la fumée en rouille. Si l'on arrête le chauffage dans le milieu naturel, le dégazage continue comme dans un volcan. Au laboratoire, dans un creuset artificiel, pour le même volume de lave fondue, l'influence des parois est très importante. Elle perturbe l'échantillon. Dans la carrière, comme dans un volcan, les parois du four sont formées par le milieu naturel. Dans la carrière, des bouillonnements gazeux s'observent à la surface du moule d'1 mètre cube, très semblables à ceux que l'on peut observer sur un lac de lave, comme par exemple ici à Hawaï. Les gaz volcaniques ne contiennent pas d'oxygène. Pourtant, en Éthiopie, à l'Erta-Allé, en 1972, nous observons la combustion d'un tuyau métallique exactement comme nos lances thermiques. Les flammes observées lors de la fusion aux lances thermiques persistent alors que l'on cesse le chauffage. Nous les observons également sur les coulées de lave loin de la source. Le dégagement gazeux construit des petits cônes exactement comme sur les vrais volcans. À l'Etna, nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir échantillonner des flammes de grande dimension. Au Masaya, au Nicaragua, nous avons dû renoncer. Les cordes en nylon fondaient. Fabriquer en carrière un volcan laboratoire nous permettrait des expérimentations de dimensions significatives en milieu naturel. L'expérience nous a montré premièrement que c'était possible. On pouvait arriver à fondre environ 1 mètre cube de lave avec des moyens industriels puissants. On a pu constater que la lave avait gardé tout son potentiel éruptif, c'est-à-dire qu'elle contenait encore du gaz, exactement semblable au gaz qui se dégage dans les éruptions volcaniques. Et on peut envisager des prolongements qui seraient, par exemple, de faire fondre 1 mètre cube ou 2 mètres cubes de lave dans un terrain poreux, dans lequel on mettrait des capteurs et dans lesquels on connaîtrait bien la quantité d'eau. Et ça pour comprendre mieux le mécanisme de déclenchement des éruptions phréatiques. C'est un type d'éruption qu'on est absolument incapable de prévoir actuellement, c'est meurtrier. Ça correspond à un terrain chauffé par-dessous qui contient une eau d'imbibition. Cette eau transformée en vapeur monte en pression si elle ne s'échappe pas suffisamment vite. Eh bien, une expérience de ce type à l'échelle d'une carrière, ça nous donnerait des renseignements utilisables pour mieux arriver à comprendre ces phénomènes d'explosion phréatique. Et puis il y a d'autres applications de l'utilisation de ces lances thermiques. Je pense au travail que j'ai fait au Koweït sur les incendies des puits de pétrole. Il y a tout un travail de nettoyage sur des gros feux. Donc il y a tout un développement de cette technologie de la fusion, non plus applicable à la lave. Mais il y a une application qui est peut-être nouvelle, c'est l'appréhension des grands incendies à l'aide de ces méthodes, c'est-à-dire faire un nettoyage d'incendie par le feu. On peut créer des conditions pour expérimenter sur une roche en fusion les types d'écoulement ou éventuellement même vérifier ou valider des calculs théoriques. Tester in situ la diffusion du gaz carbonique à travers les nappes d'eau.
ou simuler la formation des dépôts mis en place lors du refroidissement des gaz volcaniques dans le sol. Sur le plan humain, ça a été une ouverture extraordinaire sur la science du scientifique, mais aussi la science du guide de la montagne, et puis la rencontre avec l'art. Il y a tout un développement de cette action par l'apport que l'art a pu faire sur l'expérience elle-même et sur également une introspection des acteurs à travers leur personnalité. Et ça, je crois que la présence de Pascal est très importante dans ce domaine-là. Elle est tout à fait enrichissante parce qu'elle peut nous permettre d'ouvrir des voies nouvelles. C'est très chouette parce qu'il y a la partie faite et puis la partie